Souvent, vous faites une plongée, passez du temps en surface, puis planifiez vos plongées successives en fonction des limites sans décompression indiquées par votre ordinateur. Mais pas toujours. Il arrive en effet que vous connaissiez la profondeur et la durée que vous vous êtes fixée pour les deux plongées, et prévoyez donc votre délai d'attente entre les deux. C'est ce que l'on appelle trouver l'intervalle minimum en surface. Imaginez que vous et votre binôme plongiez dans une épave. Vous avez d'abord plongé à 18 mètres, 60 pieds, pendant 40 minutes et prévoyez d'effectuer une deuxième plongée de 15 mètres, 50 pieds. Vous aimeriez plonger pendant 45 minutes et vous savez d'expérience que vous disposez tous les deux d'assez d'air pour le faire, pour marquer un palier de sécurité et pour refaire surface avec une réserve suffisante. Afin de rester largement dans vos limites, vous convenez que vos ordinateurs doivent indiquer au moins 50 minutes de temps de plongée sans décompression avant de démarrer. Donc, combien de temps devez-vous attendre après une plongée de 40 minutes à 18 mètres, 60 pieds, avant de disposer d'un temps de plongée sans décompression de 50 minutes à 15 mètres, 50 pieds? Une façon de le savoir consiste simplement à faire défiler périodiquement vos limites sans décompression jusqu'à ce que votre ordinateur indique le temps souhaité. Cela manque apparemment de précision, mais à mesure que vous gagnerez en expérience, vous apprendrez à appréhender vos gains de temps de plongée sans décompression pendant vos intervalles de surface. Une autre méthode consiste à utiliser le mode plan de votre ordinateur de plongée. Tous les ordinateurs ne sont pas dotés de cette fonction, mais certains indiqueront le temps de plongée sans décompression après une plongée une fois que vous aurez saisi vos intervalles de surface et vos profondeurs. Consultez la documentation du fabricant ou votre instructeur concernant cette fonctionnalité. Vous pouvez également utiliser une application de planification de plongée, la RDP Table ou le ERDP-ML pour trouver les intervalles minimums en surface. Ceux-ci ne correspondront pas exactement aux données de votre ordinateur de plongée, mais vous donneront une bonne estimation du temps que vous passerez à la surface. Les modèles de décompression utilisés par les ordinateurs et les tables de plongée sont basés sur la plongée au niveau de la mer. Plus vous êtes en hauteur, moins vous subissez de pression. Par conséquent, le fait de prendre l'avion après une plongée ou de plonger en altitude peut accroître le risque d'accident de décompression. Pour y pallier, la communauté médicale recommande d'attendre au moins 12 heures après une plongée avant de prendre l'avion. Si vous effectuez plus d'une plongée ou plongez pendant plusieurs jours d'affilée, attendez au moins 18 heures. Les recommandations de vol après une plongée étant périodiquement réactualisées, veillez toujours à respecter les nouvelles recommandations. Vous devez appliquer les procédures de plongée en altitude sur les sites présentant une élévation d'au moins 300 mètres, 1000 pieds. Certains ordinateurs doivent être paramétrés pour la plongée en altitude, alors que d'autres s'ajustent automatiquement. Consultez la documentation de votre ordinateur. Avec la plupart des tables de plongée, vous utilisez une table spéciale qui convertit votre profondeur réelle en profondeur théorique qui est ajustée en fonction de la différence de pression. Votre instructeur vous aidera à configurer ces options si vous effectuez vos plongées en milieu naturel en altitude. Vous avez appris qu'il était important de maintenir votre température corporelle pour éviter le risque d'hypothermie et de plonger détendu pour éviter le risque d'épuisement. Le froid et les activités vigoureuses peuvent aussi accroître le risque d'accident de décompression. Même s'il est important d'éviter le froid et les plongées trop ardues, si vous avez plus froid ou faites plus d'efforts que prévu, faites preuve d'encore plus de prudence que d'habitude. À l'aide de la RDP Table ou de la ERDP-ML, calculez la température ou le niveau d'intensité de votre plongée en ajoutant 4 mètres, 10 pieds, par rapport à votre profondeur réelle. Soyez particulièrement prudent avec vos paliers de sécurité. Si vous dépassez accidentellement une limite sans décompression, votre ordinateur indiquera les profondeurs et durées de palier de décompression d'urgence. Ne remontez pas au-delà de la profondeur indiquée pour le palier. Votre ordinateur indiquera quand vous pouvez remonter à la surface ou le palier suivant si vous devez en marquer plusieurs. Même s'il est important de marquer des paliers de décompression d'urgence, ne prenez pas le risque de tomber en panne d'air. S'il vous reste un peu d'air, marquez votre palier aussi longtemps que vous le pouvez, mais économisez suffisamment d'air pour remonter à la surface et sortir de l'eau. Une fois remonté, détendez-vous, respirez de l'oxygène d'urgence si vous y avez accès et restez attentif aux symptômes possibles d'accident de décompression. Ne plongez pas pendant au moins 24 heures. Il est fréquent que les ordinateurs de plongée se bloquent en mode erreur pendant toute cette durée si vous ne marquez pas le palier de décompression prescrit. Les premiers soins administrés sont les mêmes en cas de lésion par surpression pulmonaire ou d'accident de décompression. Vous n'avez donc pas à vous soucier de faire la distinction si un plongeur a besoin d'aide.
On parle dans les deux cas de maladie de la décompression ou de DCI. Suivez la procédure que vous avez apprise dans la section 3 pour aider un plongeur non réactif. Surveillez sa respiration et administrez-lui au besoin une RCP. Contactez les services d'urgence, y compris le cas échéant, les services d'urgence en plongée. Maintenez le plongeur allongé et administrez-lui de l'oxygène d'urgence. Couchez un plongeur non réactif sur le côté gauche en lui soutenant la tête comme ceci. Administrez-lui les premiers soins jusqu'à l'arrivée des secours. Dans presque tous les cas de DCI, le plongeur doit être remis sous pression et recevoir un traitement prolongé dans un caisson hyperbare. Les premiers soins et le traitement doivent être administrés au plus vite. Plus vite le traitement est commencé, moins le risque de séquelles permanentes est élevé. Sous pression, l'azote et l'oxygène ont un effet intoxicant appelé narcose gazeuse. Sans être directement nocif, cela peut nuire aux capacités de jugement et à la coordination du plongeur. Les signes et symptômes de narcose gazeuse peuvent inclure une sensation d'intoxication, la perte de coordination, un ralentissement de l'activité mentale et ou des capacités de réaction, le fou rire, la dépression, une fausse impression de sécurité, un mépris de la sécurité et en cas de stress, une réaction anxieuse et ou de panique. Si la narcose affecte directement les individus, la plupart des plongeurs en ressentent les premiers effets à des profondeurs avoisinant les 30 mètres ou 100 pieds. Les plongeurs fatigués ou ayant pris des médicaments ou consommé de l'alcool peuvent ressentir ces effets à moindre profondeur. Il semblerait que les plongées en eau froide, dans l'obscurité ou dans les conditions de visibilité réduite, exacerbent ces effets, mais ceux-ci tendent à s'amenuiser avec l'expérience. En règle générale, la narcose ne pose pas de problème significatif à des profondeurs de plongée inférieures à 30 mètres ou 100 pieds. Si vous ressentez une narcose, remontez un peu. Les effets devraient disparaître rapidement. Lors de vos plongées en milieu naturel, vous vous entraînerez à naviguer avec l'aide d'une boussole sous-marine. Cette technique élémentaire vous aide à économiser votre réserve d'air et à vous repérer par rapport à votre point de sortie tout au long de la plongée. Voici à quoi ressemble une boussole standard. L'aiguille est toujours pointée vers le nord magnétique. La ligne de foi indique toujours votre direction. Le socle pivotant permet de régler les repères au-dessus de l'aiguille et les références de cap vous permettent d'enregistrer les directions. Tenez votre boussole en nageant comme ceci, de niveau avec la ligne de foi alignée sur l'axe central de votre corps. Regardez au-dessus de la boussole lorsque vous nagez avec. Si vous avez une boussole montée sur console, tenez-la comme ceci. Pour la régler, pointez la ligne de foi dans la direction souhaitée et attendez que l'aiguille se positionne. Puis, faites tourner les repères au-dessus de l'aiguille. Maintenez à présent l'aiguille entre les repères et la ligne de foi alignée sur l'axe de votre corps pendant que vous nagez. Si vous déviez du trajet, l'aiguille sortira des repères. Arrêtez-vous, faites demi-tour pour reprendre la direction prévue et continuez. Pendant que vous vous orientez, votre binôme maintient le contact avec vous et surveille la profondeur. Pour emprunter le trajet inverse, faites tourner le socle de 180 degrés, puis retournez-vous jusqu'à ce que l'aiguille se situe entre les repères. Vous êtes maintenant face à votre direction d'origine. Certaines boussoles sont munies de 2 jeux de repères pour que vous n'ayez pas à régler de nouveau le socle. Il vous suffit d'utiliser l'autre jeu. On voit de plus en plus d'ordinateurs de plongée équipés de boussoles électroniques. Leur mode de fonctionnement est identique, mais leur écran est différent. Si c'est le cas de votre ordinateur, consultez la documentation du fabricant et votre instructeur. Tout au long de cette formation, vous avez appris les limites qu'il vous incombe de respecter en tant que plongeur PADI Open Water Diver nouvellement certifié. Revoyons-en quelques-unes. Vous avez été formé à une profondeur maximale de 18 mètres, 60 pieds, ou à la profondeur réelle atteinte si celle-ci est inférieure. Avec une expérience et une formation additionnelle au-delà du cours Open Water Diver, la profondeur maximale en plongée loisir est de 40 mètres, 130 pieds. Vous avez également appris à plonger dans des conditions aussi favorables, voire meilleures, que celles dans lesquelles vous avez reçu votre formation, dans les limites sans décompression indiquées par votre ordinateur ou vos tables de plongée.
Vous êtes qualifié pour participer au cours PADI Advanced Open Water Diver, au programme Discover Local Diving et à un grand nombre, mais pas à tous, des cours de plongée spécialisés proposés par PADI. C'est à vous qu'il appartient en fin de compte d'établir vos limites pour chaque plongée selon votre propre appréciation de vos compétences, votre niveau de confort et les conditions de plongée. L'un des défis parfois rencontrés par les nouveaux plongeurs est la difficulté de rester en contact avec le milieu de la plongée. La communauté de la plongée a identifié 3 moyens d'y remédier. Premièrement, fréquentez des milieux où vous êtes susceptible de rencontrer d'autres personnes avec lesquelles plonger. Deuxièmement, variez vos sites de plongée. Et poursuivez votre formation de plongeur. Il est facile de rencontrer des camarades de plongée. Commencez par votre centre PADI ou de plongée où sont souvent proposés des clubs et activités. Vous pouvez entrer en contact avec d'autres plongeurs sur Internet, via Scuba Earth et d'autres sites sociaux. Participez également au salon de la plongée organisé dans votre région et encouragez vos amis à tenter eux aussi l'aventure de la plongée. Les voyages de plongée en groupe sont aussi un excellent moyen de rencontrer d'autres plongeurs. Par ailleurs, il est probable que votre agence de plongée locale propose des excursions dans votre région ou ailleurs. Avec l'expérience, vous organiserez également vos propres excursions. Fixez-vous des objectifs de formation. Puis, prenez les cours qui vous intéressent et qui vous permettront d'atteindre ces objectifs. C'est un autre moyen de rencontrer d'autres plongeurs et il existe aussi de nombreux forfaits, voyages ou formations. On constate également que les plongeurs qui investissent dans leurs équipements sont plus susceptibles de continuer et en profitent davantage. Votre propre matériel est celui qui vous convient le mieux. Il vous va parfaitement et est adapté au type de plongée que vous aimez. Le système PADI de formation à la plongée vise à vous aider à plonger en toute sécurité, mais aussi à faire en sorte que la plongée soit une activité que vous appréciez à long terme. Ce système propose un parcours de formation clair avec des choix qui vous permettent de découvrir la plongée et de progresser en fonction de vos préférences techniques et géographiques. Vous songez d'ailleurs peut-être à devenir un jour PADI Open Water Scuba Instructor. En poursuivant votre formation avec le système PADI, vous apprendrez de nouvelles techniques, rencontrerez de nouveaux camarades de plongée, découvrirez de nouveaux équipements et explorerez de nouveaux lieux et sites de plongée. Faites part de vos centres d'intérêt à votre instructeur ou agence de plongée ou consultez régulièrement le site padi.com pour vous renseigner sur les nouvelles mises à jour de formation PADI et autres mises à jour. Vous n'aurez que très rarement besoin d'enlever ou de remettre votre nécessaire de plongée sous l'eau, mais vous apprendrez à le faire au cas où le besoin se présente. Par exemple, si vous vous trouvez emmêlé ou à l'occasion pour effectuer un ajustement. C'est l'une des rares techniques qui exige une flottabilité négative. Vous devez alors identifier une zone de fond non sensible, loin de toute vie aquatique fragile. La flottabilité négative, accompagnée d'une position agenouillée, vous aide à contrôler votre stabilité une fois déséquipé. En particulier si vous portez un gilet à lestage intégré. Plusieurs méthodes existent dont celle-ci. Si vous portez un gilet avec ou sans lestage intégré, de poids léger à modéré, dégonflez-le entièrement. Si vous portez beaucoup de poids dans un gilet à lestage intégré, vous pouvez laisser juste assez d'air pour pouvoir le manipuler. Une fois votre gilet dégonflé, agenouillez-vous en levant votre genou droit. Comme ceci. Desserrez et détachez les sangles, puis enlevez votre équipement en commençant par le bras gauche. Cela est important pour maintenir votre détendeur en place. Maintenez votre équipement à la verticale en faisant attention à ne pas le lâcher. Posez-le immédiatement sur votre genou droit près du corps. Cela vous permet de maintenir le poids de l'équipement à un niveau nécessaire pour compenser la flottabilité de votre combinaison isotherme. Laissez en partie votre bras droit dans l'ouverture pour le contrôler. Vous pouvez entièrement enlever les deux bras et les poser à l'horizontale sur vos genoux si les conditions l'exigent. En sachant qu'il vous faudra les relever pour remettre votre équipement. Remettez votre équipement à la manière d'un manteau en commençant par le bras droit, là encore pour que votre détendeur reste en place. Tirez-le entièrement sur votre épaule droite de sorte que le poids vous stabilise. Il sera peut-être utile de tenir la bouteille par le bras avec la main droite et de vous pencher légèrement vers l'avant. Glissez ensuite le bras gauche. Avant de fermer les sangles, assurez-vous qu'aucun tuyau ou accessoire ne reste coincé. Le retrait et la remise en place des poids sous l'eau servent principalement à ajuster votre stabilité et votre poids. Il arrive parfois qu'une poche de lestage se détache ou que votre système de lestage nécessite certains ajustements.
La procédure à appliquer dépend de votre système de lestage. Vous pouvez enlever et remettre des poids individuels, des poches de lestage ou toute votre ceinture. Il s'agit d'une autre technique où il est utile de se mettre en flottabilité négative. Sur un fond non sensible, dégonflez votre gilet, puis agenouillez-vous avec le genou levé du côté où vous enlèverez les poids, ou le genou droit si vous avez une ceinture de lestage. Retirez la poche de lestage ou le poids que vous placerez ensuite sur votre genou. Remettez la poche ou le poids en place de la même manière que vous procéderiez à la surface. Votre instructeur vous montrera les techniques les mieux adaptées à votre équipement. Si vous portez une ceinture de lestage, défaites-la et tirez dessus de derrière votre dos avec la boucle défaite, côté gauche, et drapez-la sur le genou, comme ceci. Remettez la poche ou le poids en place, comme ceci, de la même manière que vous procéderiez en surface. Rappelez-vous de vous pencher ou de vous étirer vers l'avant, visage vers le bas, une fois le poids en place, afin qu'il repose sur le bas du dos. Cela permet de relâcher un peu de tension dans la boucle pour la refermer plus facilement. Assurez-vous qu'aucun tuyau n'est coincé avant de la resserrer entièrement. Vous devrez parfois descendre ou remonter sans repère visuel ou tactile. Suivez la procédure de descente et de remontée en 5 étapes que vous avez apprises précédemment, mais consultez votre ordinateur et contrôlez votre vitesse à l'aide de votre gilet. Pour pratiquer cette technique en milieu protégé, ignorez tout indice visuel et repérez-vous plutôt par rapport à votre binôme et votre ordinateur. À mesure que vous descendez, égalisez, maintenez le contact et ajustez votre flottabilité. Ne vous précipitez pas. Il est plus facile de contrôler une descente lente qu'une descente rapide. En remontée, là encore, maintenez le contact avec votre binôme en vous tenant l'un l'autre si nécessaire. Contrôlez votre flottabilité et votre vitesse de remontée. Là encore, il est plus facile de remonter lentement. Marquez un palier de sécurité en restant entre deux eaux à 5 mètres, 15 pieds. Pour pratiquer cette technique en milieu protégé, arrêtez-vous environ à mi-chemin entre le fond et la surface. Si vous devez vous orienter sans repère pendant votre descente ou votre remontée, vous et votre binôme pouvez vous tenir l'un l'autre. L'un de vous se concentre sur l'orientation pendant que l'autre contrôle la profondeur et la vitesse de remontée. Vous pouvez également pratiquer cette technique en milieu protégé. Pendant votre formation, vous effectuerez au moins une mini-plongée. Il s'agit de simulations de plongée qui vous permettent de vous exercer aux étapes d'une plongée réelle de la même manière que vous procéderiez en milieu naturel. Votre instructeur vous permettra de planifier ces étapes avec vos binômes comme vous procéderiez avant une plongée en milieu naturel en fixant notamment vos limites de temps et de réserve d'air. Vous procéderez à des contrôles de sécurité pré-plongée et appliquerez les techniques de mise à l'eau et de sortie adaptées à une profondeur où l'on n'a pas pied. Pour chaque mini-plongée, votre instructeur définira des techniques et des objectifs spécifiques. Et vous aurez également la possibilité de vous exercer aux techniques de votre choix avec votre binôme et de vous amuser sous l'eau pour vous familiariser avec les plaisirs de la plongée. Apprendre à plonger peut comporter un certain nombre de difficultés, mais c'est aussi une source de découverte, d'enrichissement et d'excitation. À ce stade de votre formation, vous avez beaucoup appris sur la plongée et vous pourrez bientôt plonger en milieu naturel. Mais aussi exaltant et gratifiant que puisse être l'obtention de la certification PADI Open Water Diver, ce n'est qu'un début. Plongez avec prudence, mettez en application vos acquis et continuez d'apprendre. Toute une vie d'aventure sous-marine vous attend. Bienvenue dans l'univers de la plongée.